Bonjour, je vous propose d'aborder aujourd'hui la question du montant du loyer d'un bail rural et notamment lorsqu'il est fixé en dehors des clous. Alors, le loyer, mais pas plus, ou pourquoi il ne sert à rien de survaloriser le fermage. La loi est dure et c'est la loi. Je vais vous lire un peu d'articles du Code rural. Ça fait jamais de mal de rester sur le texte. Donc d'abord, nous avons l'article L411 du Code rural qui nous indique que le prix de chaque fermage est établi en fonction de la durée du bail, du contenu d'une éventuelle clause de reprise en cours de bail, de l'état et de l'importance des bâtiments d'habitation et d'exploitation, de la qualité des sols, ainsi que de la structure parcellaire du bien loué, et le cas échéant de l'obligation faite au preneur de mettre en œuvre des pratiques culturelles respectueuses de l'environnement. Donc tout ça pour vous redire qu'un loyer d'un bail rural est déterminé en fonction d'une grille départementale établie qui prend en compte les bâtiments, la nature des bâtiments, la qualité du sol, la structuration parcellaire et bien entendu aussi la durée du bail. Ce prix est constitué d'une part du loyer des bâtiments d'habitation et d'autre part du loyer des bâtiments d'exploitation et des terres. Là, on est OK. Juste pour rappel, il y a d'autres vidéos qui ont été réalisées sur le statut du fermage, des petites vidéos courtes pour bien comprendre le vocabulaire clé du statut du fermage, et puis d'autres vidéos plus longues qui justement peuvent vous aider à déterminer le montant du loyer, le juste prix d'un bail rural, à l'actualiser chaque année, à bien reconnaître les obligations du propriétaire et puis du locataire, notamment lorsqu'il y a des situations particulières avec un bail rural environnemental ou alors des travaux sur les bâtiments qui doivent être réalisés. Pour continuer, dans la lecture du Code rural, nous avons la suite de l'article L411 du Code rural qui nous indique que le loyer doit être fixé en monnaie entre des minima et des maxima qui sont fixés par l'autorité administrative, donc là en l'occurrence la DDT de chaque département. Ces minima maxima sont négociés avec la commission consultative paritaire des baux ruraux de chaque département. Le loyer, selon l'article L411-12 du Code rural, est payable en espèces. Le fermage ne peut comprendre, en plus du prix calculé, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit. On y reviendra. Et puis l'article L411-14 nous indique que ces dispositions sont d'ordre public. Donc il y a deux cas lorsqu'un loyer est trop élevé. Deux cas que l'on peut distinguer, que la doctrine distingue. Donc un loyer anormalement élevé, et là c'est une action en réduction du fermage, ou alors un loyer qui est carrément au-dessus du maxi. Et là on pourrait partir sur une action en nullité relative de la clause de fermage. Donc d'abord le loyer anormalement élevé, eh bien c'est l'article L411-13 du Code rural. Le preneur ou le bailleur qui, lors de la conclusion du bail, a contracté à un prix supérieur ou inférieur d'au moins 1/10 à la valeur locative de la catégorie du bien particulier donné à bail, peut au cours de la 3e année de jouissance, et une seule fois pour ci-chaque bail, saisir le tribunal paritaire qui fixe, pour la période restant à courir, à partir de la demande, le prix normal du fermage selon les modalités ci-dessus. La faculté de révision prévue à l'alinéa précédent vaut pour la 3e année du premier bail ou pour la 3e année de chacun des baux renouvelés. Alors, pour reprendre les éléments essentiels de cet article, donc l'action que l'on peut mener devant le tribunal paritaire des baux ruraux en demande de révision du montant du loyer, donc en réduction du loyer s'il est anormalement élevé, elle a lieu au cours de la 3e année du bail ou de la 3e année du renouvellement du bail. Le fermier doit justifier que le loyer est survalorisé de plus de 10% par rapport au loyer normal qui serait déterminé en fonction de la grille départementale. Et puis évidemment, si c'est le propriétaire qui considère que lui, il a un loyer qui est trop faible, il a le droit à la même action. Donc en pratique, on saisit le tribunal paritaire des baux ruraux et il désignera un expert agricole pour déterminer le nouveau loyer pour l'avenir.
Donc, nos conseils pour la conclusion, au moment de la conclusion du bail, c'est absolument de partir de la grille d'évaluation. Ce n'est pas juste de se mettre d'accord entre un propriétaire et puis un agriculteur fermier. C'est bien de repartir de la grille d'évaluation fixée par l'arrêté préfectoral, de la compléter ensemble et de voir le loyer qui en découle. Et puis, c'est aussi de réaliser un état des lieux d'entrée. C'est toujours très important, un état des lieux d'entrée, pour bien être au clair sur la situation actuelle du bien, pour bien vérifier l'évolution, s'il y a dégradation ou s'il y a amélioration. Ça fait toujours une référence qui est très importante. Et effectivement, au cours de la 3e année du bail, on peut commencer, avant de saisir le tribunal paritaire, demander officiellement la conciliation, une médiation. Donc, ça va marquer le temps sur la négociation, sur la possibilité d'agir en justice par la suite. Mais c'est vrai qu'on recommande d'essayer une conciliation avant de saisir un tribunal, bien sûr, toujours. Donc, dans cette conciliation, en règle générale, elle est menée par l'intermédiaire d'avocats et on désignera un expert agricole qui sera chargé de fixer le loyer au juste prix. Alors, si le loyer est au-delà du maximum fixé par l'arrêté préfectoral, là, on a la possibilité d'aller plus loin et d'être sur une action en nullité relative de la clause de fermage. Donc là, on va retrouver donc, les articles que je vous ai lus tout à l'heure sur le Code rural, complétés par le droit des obligations défini par le Code civil, donc qui a été révisé, ce droit des obligations. Donc, nous avons d'abord l'article 1162 du Code civil qui nous indique que le contrat ne peut déroger à l'ordre public, ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non des parties. Donc, on a dit tout à l'heure que les mini-maxi, c'était des règles qui étaient d'ordre public, donc on ne peut pas, dans un contrat, y déroger. Lorsque la cause de nullité n'affecte qu'une ou plusieurs clauses du contrat, nous précise l'article 184 du Code civil, elle n'emporte pas la nullité de l'acte tout entier, sauf si cette clause a constitué un élément déterminant de l'engagement des parties ou de l'une d'entre elles. Donc ça peut faire lieu à débat sur le statut du fermage, sur le montant du loyer, qui peut être évidemment un élément essentiel et déterminant du contrat. Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien. Pour aller plus loin sur la nullité, on va considérer qu'il y a une nullité absolue si la règle violée a pour objet la sauvegarde d'un intérêt général ou alors une nullité relative si c'est la sauvegarde d'un intérêt privé selon l'article 1179 du Code civil. Et donc, si jamais on considère que c'est simplement une nullité relative, l'article 1181 nous dit que cette nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Donc là, si c'est un fermier qui paye un loyer anormalement élevé au-dessus du maxi fixé par l'arrêté préfectoral, à ce moment-là, ce serait lui qui pourrait agir. Alors que si on est sur une nullité absolue, c'est tout intéressé qui peut agir en justice. Donc, on pourrait imaginer que le champ d'action soit beaucoup plus large. L'encadrement du fermage est donc d'ordre public, on l'a dit. Donc, si la clause du loyer prévoit d'être un loyer au-dessus du maxi, eh bien, cette clause est illégale. Donc, en pratique, qu'est-ce qui va se passer? Première possibilité, on peut la considérer comme non écrite. Donc, si on la considère comme non écrite, on va appliquer un loyer qui va nous sembler raisonnable à l'intérieur du mini-maxi. Et puis, on va attendre que l'autre partie agisse. Et puis, à l'opposé, on va peut-être plutôt intenter une action en justice, donc à tout moment, parce que c'est d'ordre public, pour demander une nullité relative de la clause auprès du tribunal paritaire des baux ruraux. Donc, pour déterminer le nouveau loyer, on va demander au juge du tribunal paritaire des baux ruraux de désigner un expert qui sera chargé d'appliquer la grille départementale. Donc, pour résumer, le loyer illégal est contraire à l'ordre public. Les parties peuvent agir en justice pour demander la régularisation de la situation à tout moment.
le tribunal paritaire des baux ruraux peut fixer un nouveau loyer avec un effet rétroactif sur les 5 dernières années, puisqu'il y a une prescription qui est quinquennale. Alors évidemment, on retrouve les mêmes conseils, la conclusion du bail, de bien remplir la grille d'évaluation pour trouver le juste prix, de réaliser un état des lieux d'entrée, et puis de toujours tenter une négociation. Et là, de manière plus particulière, dans nos conseils, c'est d'intenter cette action au cours de la 3e année, ce qui évitera tout problème de jurisprudence sur est-ce qu'on a la possibilité d'intenter à tout moment ou pas, parce que c'est d'ordre public. Pour éviter tout débat, de faire cette action au cours de la 3e année du bail ou du bail renouvelé. Alors pour continuer, on va maintenant parler de la possibilité de renégocier le montant du loyer au moment du renouvellement du bail. La question de la renégociation du loyer au moment du renouvellement du bail, c'est d'abord à quel moment est-ce qu'on peut agir et les raisons pour renégocier le loyer. Donc ce que prévoit l'article L411 du Code rural, c'est que si les mini-maxi, si la règle de détermination du montant du loyer sont modifiées, eh bien, on va pouvoir renégocier le montant du loyer au moment du renouvellement du bail ou lorsqu'on est sur un bail à long terme en début de chaque nouvelle période de 9 années. Et à défaut d'accord amiable, le tribunal paritaire des baux ruraux fixe le nouveau prix du bail. L'article L411-12 complète en rappelant que, sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, le fermage ne peut comprendre, en plus du prix calculé, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit. Donc, pour rappel, le loyer il est indexé chaque année sur la base de l'indice national des fermages. Le fermier est tenu du paiement du loyer de l'exploitation et de l'exploitation raisonnable du bien loué, mais aucune autre charge ne peut lui être imposée. Le loyer ne peut être complété que par une participation de la taxe foncière et de la cotisation chambre d'agriculture, rien de plus. Le bail rural se renouvelle tacitement aux mêmes clauses et aux mêmes conditions que le bail initial. Le propriétaire ne peut pas imposer une augmentation du loyer unilatéralement. Donc la renégociation du montant du loyer, elle peut avoir lieu aux 9 ans du bail. Cette renégociation est amiable ou à défaut, on peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux. Et les seuls motifs de renégociation du côté du propriétaire, c'est le changement des règles de calcul du loyer, des mini et des maxi, ou des travaux d'amélioration volontaires réalisés par le propriétaire lui-même. Le juste prix du loyer, c'est le point clé d'un bon accord entre un propriétaire, bailleur, et un fermier exploitant. C'est donc crucial, dès la conclusion du bail, d'être bien juste entre les deux parties. Pour finir, n'hésitez pas à aller consulter les autres vidéos qui compléteront celle-ci.